Ok, bonsoir. On va essayer de se donner un temps pour un petit peu parler, réfléchir ensemble. Alors, juste pour vous expliquer la difficulté de ce soir, d'abord, je savais pas combien il y aurait de personnes, je savais pas à qui je m'adresse. Donc, j'ai dû un petit peu imaginer un propos qui va englober tout le monde, sans viser particulièrement un public ou un autre. Moi, actuellement, je m'occupe d'une école, qui s'appelle le Bet Sefer Haredi Emet Yaakov. C'est l'école, une des écoles de la communauté orthodoxe à Paris, qui est dirigé par le Rav Rothenberg, c'est mon supérieur hiérarchique, on va dire. Et c'est une école, donc lorsque il m'arrive de m'adresser aux parents, hein, on parle un langage qui est un langage très orthodoxe, études, etc. Deux tiers des parents, c'est des gens ou des rabbinim ou des gens qui étudient. Les gosses, j'enseigne encore, bah, au Hachem, la moitié de la journée. Et donc les enfants, ils sont capables de, quand je dis un truc en Gemara, de dire oui, mais il y a une autre Gemara qui dit ça. Donc c'est une autre problématique. C'est une autre problématique. C'est une problématique où il faut leur apprendre que faut redescendre un petit peu sur terre. C'est une autre problématique. Ah, Baruch Hashem, j'ai pas de problème de discipline. Euh, si, ils vont parler en classe et donc c'est un autre langage. Mais il y a quelque chose qui revient très très fort actuellement. En tout cas, moi pour ma part, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. C'est qu'on a quand même une sacrée difficulté. C'est que on est dans une génération où, et déjà depuis longtemps, on peut plus se contenter de donner des ordres et de dire tu fais comme ça et tu fais comme ça et tu fais comme ça, ça marche pas. Clairement, honnêtement, ça marche pas. Je sais pas s'il y a une époque ça marchait, mais en tout cas maintenant ça marche pas. Donc on a énormément d'ouverture, d'empathie, de compréhension, etc., etc. pour les enfants. Et on essaye de passer beaucoup de temps à cela, à prendre du temps, à discuter, à essayer de comprendre, etc. D'un autre côté, il y a un problème qui, moi, personnellement, commence à me gêner, c'est que il y a plus de limites. Les enfants ne comprennent pas toujours que le fait qu'on soit empathique avec eux et compréhensible avec eux, ça veut dire qu'on a aussi une samchout, on a une autorité sur eux. C'est très compliqué. Pourquoi? Je vais vous dire en tant qu'enseignant de collège combien c'est compliqué. C'est qu'encore un prof de maths, il est pas sympathique, ou un prof de français, il est pas sympathique. Au pire, il aimera pas les maths et il aimera pas le français. C'est la pire des choses qui peut arriver. Un professeur de collège, c'est plus problématique. Parce que moi, j'enseigne Gemara tous les jours. Si, à cause de moi, Chazé Shalom, il y a un enfant que lorsqu'il va ouvrir une Gemara, il va avoir envie de vomir, c'est un vrai problème. Mais d'un autre côté, on est obligé de mettre des limites. C'est très compliqué. Je vais vous donner un cas d'école tout à l'heure. J'ai un enfant bonsoir. J'ai un enfant il prie pas. Il fait pas la tefila. Il est à la tefila, mais il fait pas la tefila. Et derrière les oreilles, son papa c'est un rave à Paris, etc., etc. Il fait pas la tefila. Je comprends pas pourquoi il faut prier. Je suis pas rentré trop encore dans le sujet. Et d'un côté, je suis obligé de lui dire prie. Surtout que nous, on fait deux tefilotes de minyan. Et on prie, le matin, on prie 50 minutes. Donc, je suis obligé de lui dire prie. D'un autre côté, je vois qu'il prie pas. Donc, d'un autre côté, je suis dans un rôle en train de lui dire non, faut prier. Mais d'un autre côté, c'est pas comme ça que je vais le faire prier. Mais il faut qu'il prie. Donc, toute la problématique aujourd'hui, c'est en vérité combien on doit avoir une samchout, on doit avoir une autorité sur les enfants. Et maintenant, je vais passer en tant que parent, sans que ça devienne quelque chose qui est difficile pour eux, mais aussi difficile pour eux. Il y a un rav en Israël, qui a un machon comme ça, il a un institut qui s'appelle Les Gadel. C'est un rav qui s'appelle le rav Pinchas Breiner, il est, je crois, un chassid belge, je crois, qui fait tout un cycle de conférences sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont peur des enfants. C'est très compliqué. Ça veut dire que on a tellement assisté à des conférences on a tellement lu qu'il faut faire attention, tout le monde fait attention aujourd'hui. Baruch Hashem, dans ma carrière, tant lorsque j'étais à Sinaï que maintenant à Emet Yaakov, j'ai jamais eu d'enfants qui sont battus. J'ai jamais eu ça. J'ai eu des parents un petit peu durs. J'ai pas eu des enfants des vrais manquements. Je sais pas, des enfants qui mangeraient pas leur faim parce que les parents ils les privent, ça existe plus, ça. Du moins, je crois pas que ça existe. Ou si ça existe, c'est tellement rare qu'on n'en rend compte pas au quotidien.
Je me rappelle au tout début de ma carrière, le Rav Yosef Yitzhak Pezna, il avait fait venir le Rav Naftali Roth au Cheder. Et le Rav Naftali Roth, il nous expliquait, c'était un des premiers qui, chez Chabad, a commencé à dire qu'il faut ouvrir son cœur plus que sa tête pour le chinour, pour l'éducation, il faut être très prévenant, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il ait une longue vie, il est encore, je sais pas s'il enseigne, mais en tout cas, il avait dit un mot, il avait dit un enfant, il est mouktsé. Ça veut dire que ni tu le touches comme ça, ni tu le touches comme ça. À l'époque, on touchait comme ça. Il y a 32 ans, tac, ça pouvait partir. Je parle des parents, hein, les professeurs, je crois. Déjà, ça commençait mais ça pouvait partir. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais comme ça, hein, sur place, la vérité, j'étais un jeune prof, et je devais avoir 22, 23 ans, 24 ans. Bon, ok, comme ça, je comprends, comme ça. Aujourd'hui, on sait que le problème, c'est pas comme ça. C'est ce qui touche trop. Donc à l'époque, il y a des gens qui commencent à voir très très loin dans le rideau, qu'on va être très aimant, mais il va falloir mettre des limites. Les réunions de parents d'élèves passant, il y a une évolution chez les parents, mais clairement, honnêtement, les parents, ils tremblent de leurs enfants. Ils tremblent de leurs enfants. Quand je vous dis tremble, ma mâche, il tremble, et c'est vraiment profond. Ils ont vraiment envie de faire bien, mais ils savent pas où mettre les limites. Je passe énormément de temps à parler avec les enfants, énormément de temps des fois à parler avec leurs parents. Les parents, ils arrivent pas à mettre des limites. Parce qu'ils veulent pas abîmer, et c'est tout à leur honneur, et c'est moi aussi je suis parent, je suis père, et c'est tout à notre honneur qu'on fait très très attention à ne pas abîmer nos enfants. Alors comment on fait quand il faut mettre des limites? On fait quoi? Il y a des choses qui sont évidentes, je parle à un public quasiment féminin, tout ce qui est hygiène, etc., etc. Personne ne fait des pcharottes là-dessus. C'est comme ça depuis qu'ils sont petits. Va te laver les dents, point à la ligne. L'hygiène, surtout ce on investit chez les garçons, c'est que plus tard, quand ils seront à la yeshiva et dans des internats, etc. Alors on distinguera ceux qui viennent d'une famille où il a été éduqué, ceux qui ont été d'une famille où il n'a pas été éduqué. Ce sont des choses simples. Tout ce qui est la nourriture. Il y a 20 ans, il y aurait eu que des biscuits et des chips. Aujourd'hui, regardez, il y a que de la verdure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose l'évolution, elle est qu'on comprend qu'on doit chercher le bien-être, quoi qu'il arrive. Mais où est la limite? Et surtout, quand c'est dans la Torah et les mitzvot, comment faire que, à la fois, il y a tellement d'obligations qu'il faut faire, qu'un enfant, il doit faire. Et d'un autre côté, faire ça d'une manière où l'enfant, il a envie de le faire. C'est-à-dire que d'un côté, je dois dire à mon enfant, fais ça. D'un autre côté, je peux pas l'obliger, mais il doit le faire quand même. C'est hyper compliqué. Si vous avez l'occasion de conduire et que vous savez qu'il y a un radar, et vous savez qu'il y a un policier, vous touchez pas le téléphone. Et quand vous l'avez touché, ça m'est arrivé une fois, le policier me dit, mais vous savez que c'est pas bien. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Vous avez raison, c'est pas bien. Alors pourquoi vous le faites? Ah, je le fais. Les enfants, ils sont tous dans cette difficulté. Quand je dis les enfants, c'est de plus petit au plus grand. Il y a pas d'âge. Il n'y a pas un moment où, sous la choupa, on dit aux enfants, salut, je m'occupe plus de toi. On continue après. Mais les enfants, quand il faut leur donner des bases qui sont des bases solides, il faut leur donner envie, mais d'un autre côté, il faut leur mettre des bases. Je peux pas attendre que l'enfant, quand il a envie, il fera. Ça marche pas comme ça. D'abord, on sort de Matan Torah et on a dîné à Sevenishma, et il faut faire et après comprendre. Et d'un autre côté, ça marche pas comme ça. Je peux pas dire à l'enfant, quand tu sentiras le besoin de te laver les dents, tu vas te laver les dents. Je peux pas lui donner un cours de qu'est-ce que ça fait les caries ou qu'est-ce que ça fait. Non, je peux pas. Si quelqu'un, Dieu préserve, il a un enfant qui a des difficultés dans un certain domaine, il peut pas dire un jour ça va. Non, je vais le prendre en main. Je vais aller chez le médecin qu'il faut, le tipoul, même aller chez quelqu'un qui va l'aider au niveau psychologique, etc. Faut mettre des limites et faut juste savoir comment faire que ce soit des limites sympathiques. Alors moi, je peux vous dire qu'en tant qu'éducateur qui s'occupe d'enfants toute la journée, moi je m'occupe d'enfants 6e, 5e, 4e. En 4e, on fait le brevet et après ils vont à la Yeshiva Ktana. Et donc je les suis à la Yeshiva Ktana. La Yeshiva Ktana, c'est dans le même binyan et après ils font Aleph, Bet, Gimel, Dalet et après ils vont étudier en Eretz Israël. Donc on peut voir facilement l'évolution. J'ai 7 ans pour voir un garçon qui est rentré en 6e et je le revois comment il est accepté dans tel et tel yeshiva. Je vais pas vous dire les yeshivot, ça vous changerait rien, mais voir comment il y en a que ça va, il y en a que ça va pas. Comment on fait pour que ça soit agréable, mais d'un autre côté que ça soit cadré?
Ça, c'est tout l'intérêt de ce qu'on va essayer de réfléchir un petit peu ce soir. Je pense pas qu'il y aura des solutions. Je dois quand même vous dire avant tout, je suis ni coach, ni magicien. Ça veut dire, je sais pas si on va sortir ce soir avec quelque chose que, il nous a donné un truc. Je suis pas sûr que ça va être comme ça. On va étudier, on va voir qu'est-ce que on peut trouver un petit peu à droite, à gauche pour essayer au moins de réfléchir. Il y a un yom-yom qui a été écrit par le rabbi. C'est à la date du 22 Tevet où le rabbi, il dit que de la même manière qu'il y a une mitzvah, du moins il cite le rabbi Rachab, le cinquième rabbi Lubavitch, il dit de la même manière qu'il y a une mitzvah de mettre les tefilines tous les jours, il y a une mitzvah de penser au chinour une demi-heure par jour. D'abord, quelle est la comparaison avec les tefilines? Et deuxièmement, je vous assure qu'on pense tous plus qu'une demi-heure par jour. On pense à quoi d'autre? On les amène à l'école, on fait que ça se passe bien, on les récupère de l'école, on fait que le soir on s'occupe d'eux. Des fois, vers 10 heures, Bechesed Vrachamim, tout va bien, on peut s'asseoir, se poser et se dire, allez, à de quoi on pense? Ça veut dire quoi penser au chinour une demi-heure par jour? On fait que ça. Alors surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est du non-stop. Quand ils grandissent, c'est moins du non-stop physique, mais c'est du non-stop dans la tête. Ça veut dire quoi, une demi-heure? Qu'est-ce que le Rabbi Rachab il a voulu nous dire? Et qu'est-ce que le Rabbi il a voulu nous dire en nous disant une demi-heure par jour? Et pourquoi tefilin? Pourquoi on n'a pas comparé ça au Shabbat? Tefilin, c'est une mitzvah qui a priori est une mitzvah parmi toutes les mitzvot. Alors il y en a qui veulent expliquer que la mitzvah des tefilin, c'est comparé à toute la Torah entière. Donc le chinour, c'est toute la Torah entière. Mais il y a une sikha du Rabbi où le Rabbi explique que dans les tefilin, il y a deux choses. Il y a les tefilin de la main, qui sont au niveau du cœur, et il y a les tefilin de la tête, qui sont au niveau de l'intellect. Quelle est la différence fondamentale entre le cœur et l'intellect? C'est que le cœur, il est chaud, l'intellect, il est froid. Comme si, pour nous dire que dans le chinour, il faut investir dans deux choses. Il y a une première chose qu'il faut investir, c'est y mettre de la chaleur et du cœur. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas éduquer, et là, dans le sens main, c'est pas dans le main qu'on a parlé tout à l'heure, hein. C'est dans le main qui est au niveau du cœur. On doit mettre du cœur dans le chinour. Ça doit être quelque chose qui nous occupe, mais pas seulement techniquement parlant, c'est quelque chose qui nous occupe avec tout notre cœur. Les choses importantes, ça nous tient à cœur. Les choses qui sont pas importantes, ça nous tient pas à cœur. À personne, ça tient à cœur qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la planète si ça le touche pas. Le chinour des enfants, ça doit d'abord nous toucher au niveau du cœur et au niveau des sentiments. Mais ça nous demande aussi du moire, ça nous demande aussi de réfléchir. Et pour cela, ça nous demande des fois de prendre beaucoup de temps pour bien réfléchir et pour refroidir les choses. L'exemple le plus facile, et je suis sûr que je vais m'adresser à personne ici, un enfant, il a fait une bêtise. Il peut y avoir une réaction tout de suite. C'est très grave. Après, il y a une réflexion qui se fait en espérant que on n'a pas agi sans réfléchir, qui vient de se dire, bon, viens, on relativise. On peut pas faire ça tout le temps. Des fois, bon, on est que des êtres humains, vous savez. Cette semaine, dans Parashat Nazir, on a étudié le sujet de la sota, la femme qui est déviante. Il y a une Gemara dans Masechet Sota, première page, qui demande comment ça se fait qu'une personne, elle peut fauter. Comment c'est possible qu'on faute? On peut pas fauter. Normalement, si on réfléchit, on faute pas. Pourquoi on fauterait? Pourquoi on désobéit à Kadosh Baruch Hu? La Gemara, elle dit, En Adam chote la nichnas bo ruach shtut. On ne faute que parce qu'on a un vent de folie. Si on n'était pas fou, mais un instant. Alors les commentateurs ils posent une question. Alors je suis dégagé de toute responsabilité si je suis fou. Si tu veux de moi. Chachamim ils disent d'abord tu es jugé sur pourquoi t'en es arrivé à cette situation-là. Comment ça se fait que t'es arrivé à ça? Ça veut dire que t'as créé des conditions où tu t'égares. Et deuxièmement, t'es coupable sur la deuxième fois, pas sur la première. Une fois tu peux t'égarer mais pas deux fois. Alors, pour vous faire rire un petit peu et pour détendre l'atmosphère, on raconte qu'une fois, il y a un rave qui est arrivé Shabbat à la choule vendredi soir à la choule avec la moitié de la barbe brûlée. Alors, il y a un des gens qui étaient là-bas qui m'ont dit, Rav, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, j'étais en train de faire du repassage avant Shabbat, le téléphone il a sonné, j'ai dit allô. Shabbat suivant, il est venu avec l'autre moitié. Alors, les gens lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rappelé. Comme ils ont rappelé. Ça veut dire quoi? La première fois, on peut. La deuxième fois. Maintenant, je parle pas une fois, deux fois. On a tous besoin de réfléchir une demi-heure par jour parce que tous et toutes, bon, des fois, il y a des choses que petit, on a dit, on aurait dû agir autrement. Plus grand, on aurait dû agir autrement. Mais il y a deux éléments qui doivent revenir tout le temps. Le cœur et la tête. S'il manque un des deux, c'est fichu. Si on va éduquer que avec le cœur, que avec, il doit être bien, il doit être bien, il doit être bien, ça marche pas. Si on étudie que avec la tête,
Ça peut pas marcher. Ça ne peut marcher que si je mets du cœur et de la tête. C'est ce qui va faire la différence, d'ailleurs je vous le dis, du moins à mon avis, entre un bon prof et un mauvais prof. Un bon prof, il va marcher qu'avec un seul cave, une seule direction, où il va être très cool, ça va être sympa, ça va être sympa, et il va y avoir peut-être de l'enseignement, je dis pas. Ou alors il va être très très strict, très voilà. Et dans toutes les écoles, vous devez le savoir, hein, dans toutes les équipes, on en a un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. C'est très rare qu'on trouve quelqu'un qui arrive à équilibrer. Et on est tout le temps en train de dire ici, mets du cœur, ici, diminue un petit peu la froideur et la tête. C'est toujours entre comprendre l'enfant par rapport à sa situation et d'un autre côté, le faire obéir aux règles. Le gosse, il vient, il a pas fait ses devoirs, le prof, il me l'envoie, je suis obligé de lui dire, c'est pas bien que t'as pas fait tes devoirs, mais d'un autre côté, je suis obligé de l'entendre et de lui dire, pourquoi t'es arrivé dans cette situation-là? Maintenant, le prof, il va me dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais il a pas fait ses devoirs. Mais d'un autre côté, moi, je suis obligé de lui dire, mais écoutez, qu'il soit puni parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, c'est une chose. Mais d'un autre côté, écoutez pour que vous puissiez comprendre. Un exemple simple. Un enfant, il n'arrive pas. Il a des problèmes didactiques vrais. Les parents, ils ont été voir des spécialistes, ils vont voir. Je peux pas, les professeurs, ils sont obligés de prendre ça en compte. Ah oui, mais c'est pas le niveau de la classe. T'es obligé. Ça veut dire que d'un côté, tu dois mettre des limites, il doit faire les contrôles comme les autres, il doit faire tout ce qu'il a à faire comme les autres, diminuer. Tu peux pas dire, ah non, lui, il fait pas. D'un autre côté, tu es obligé de prendre en compte. Et toute la vie du chinour, c'est ça. La tête, le cœur, la tête, le cœur. Ici, j'étais. Et c'est pas grave si on se remet en cause. Tant qu'on fait pas des erreurs sur lesquelles on revient, hein, c'est pas très grave si on se trompe. Maintenant, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bon, il se passe quoi aujourd'hui? Alors, si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, essayez de vous rappeler, bon, moi déjà, la génération de mes parents, c'est une génération qui était une génération intermédiaire entre les gens qui ont vécu à peu près, on va dire, début du siècle jusqu'à les années 50, 60, et notre génération. Je me souviens de mon grand-père Alav Shalom, il habitait à Yerushalayim. On n'avait pas de contact avec lui, qui était des contacts il nous a jamais pris par la main, venez, on va au parc. Vendredi soir, quand il avait fini le kidouche, on devait passer, lui embrasser la main. Si je vous dis que j'ai dû parler avec lui, pas plus que 3 heures dans ma vie, bon, c'est vrai, il habite à Yerushalayim. Il est venu à ma bar mitzvah, etc. Honnêtement, c'était pas le style. Le style, les gens, ils travaillaient, ils avaient une vie dure. Dans les pays ashkénazes, beaucoup plus que dans les pays sfarades, mais même dans les pays sfarades, c'était difficile. Il fallait gagner sa vie. Il fallait prier pour que les enfants, ils soient pas malades. Quand les enfants, ils étaient malades, il fallait prier pour qu'il y ait un bon médecin. Les gens, ils trimaient. On est ici, proche de Belleville. Belleville était plein, après la guerre, d'Ashkénazim qui étaient réfugiés des fois avant la guerre et qui travaillaient très très dur. Et Belleville était plein de gens qui sont arrivés de Tunisie, du Maroc, qui se sont installés. Il y a des cardiologues et des grands spécialistes de médecine qui ont grandi ici dans le quartier, qu'il y avait un 2 pièces, il y avait une table où on mangeait, on faisait les devoirs, on faisait tout. Les parents, il n'y avait pas le temps, il fallait qu'ils aient des bonnes notes. Il n'y avait pas encore Echal Menachem, ils allaient au collège, lycée du coin, ils devaient avoir des bonnes notes, ils allaient à la fac, ils devaient avoir des bonnes notes, ils devaient réussir dans la vie. Il n'y avait pas de je te comprends ou je te comprends pas. Faux. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas la force. Les gens, ils devaient construire. Vous imaginez que quand on sort après la Shoah, après la Russie, ou même les gens qui se sont été rapatriés, faut tout reconstruire à zéro. Il n'y a pas de place pour. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as envie? À la rigueur, c'était le rôle de la maman qui préparait les bons petits plats et qui faisait que tout se passait. Quand le père il était un petit peu trop dur, alors la maman elle venait par derrière et elle disait allez mon fils, ne t'inquiète pas, ça va passer. Mais il y avait qu'un seul objectif. Avance, avance, avance. Puis est venue la situation où les choses elles sont dit c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a eu tout le phénomène des psys, il y a eu tout le phénomène des gens qui se sont dit il faut un enfant c'est un être humain. Ah, il a 2 ans, ah, il a 3 ans, eh ben, il faut le comprendre. Et là, ça a commencé tout le mouvement de pédagogie adaptée à l'enfant, etc., et toutes les méthodes, etc. Et là, il y a eu un grand mashber comme ça. On a tout cassé, on a tout voulu remettre en cause. On a dit oui, il n'y a pas d'autorité. Alors, pour vous donner juste un exemple, dans les écoles avant, il y avait une estrade. Le prof était sur une estrade et, ah non, faut enlever l'estrade, faut enlever les uniformes, nous, on n'est pas, nous, Baruch Hashem, on n'est pas à ça, mais le tutoiement, c'est plus je suis copain avec toi, mieux, mais copain. Faut que l'enfant il soit bien. Et ça a marché. Ceci dit,
Je crois ne pas me tromper en vous disant que je pense qu'il y a eu, au niveau carrière, il y a eu moins de gens qui sont sortis de ce système-là que de le système ancien. En tout cas, dans le monde de la Torah, c'est hyper vrai. Tous les grands rabbinim actuels, je ne veux pas lister un par un, mais ils vous racontent combien c'était dur et combien on leur a pas laissé le choix. Quelqu'un qui allait à la yeshiva, nous, c'est difficile quand à 13 ans on les dépose ici à Brunois, mais eux, ils partaient pour 2 ans, pour 3 ans. Si c'était pas dans des endroits où c'était interdit d'être à la yeshiva. Et ils vous racontent comment ils se sont donnés et comment ça les a marqués. Quand on est arrivé ici, les choses, elles ont changé et les choses, elles avancent. Lorsque avant, à ma génération, à moi, avoir des gâteaux à la crème, c'était réservé que aux anniversaires. Et il fallait descendre jusqu'à Paris, il y avait Bijaoui et un autre qui faisait des gâteaux à la crème. Aujourd'hui, les boutiques de gâteaux cachers, il y a des enfants qui peuvent manger des éclairs au chocolat tous les soirs. Sortir au restaurant, c'était réservé à des événements. Aujourd'hui, quel enfant il va pas? Alors, le Rav Avram Baruch, il a pris l'exemple. Voyager chez le rabbi. Voyager chez le rabbi, c'était à la bar mitzvah, et des fois même après, il y en a qui voyageaient après la bar mitzvah. Aujourd'hui, chaque enfant, à 5 ans son père, 3 ans des fois, il a été, à l'âge de 13 ans, il a déjà été 6 fois. Il y a Israël. Les gens, on allait une fois, et aujourd'hui, la situation a changé aujourd'hui, mais on peut aller 3 fois. Là, il y a une ouverture de brachot, et le rabbi, il a voulu nous souligner ça. C'est pas un défaut. Je suis pas en train de critiquer une société. Ça, c'est comme ça que ça doit être. Qu'il y ait shefa, qu'il y ait en grand, tout en grand. Mais, quand on grandit comme ça, on n'a pas de limite. Alors, comment on fait? Comment on fait pour dire à un enfant, s'il te plaît, jeune homme, là, ça va trop loin, tout en lui montrant que ce que je fais, c'est pour son bien. C'est hyper compliqué. C'est toute la problématique, et je vous assure, j'ai commencé à enseigner le lendemain de mes Sheva Brachot, 93. Faites un petit peu le calcul, ça fait un petit moment. Je vous assure, c'est pas une blague, hein, que des fois, je me demande si ça marche encore, comment j'ai fonctionné pendant 30 ans. Les enfants, ils comprennent pas. Les mêmes choses, ils comprennent pas. Ils voient la proximité comme un moyen de monter sur la samchout, de monter sur l'autorité. Ils comprennent pas qu'on peut avoir une autorité, qui est une autorité, et on va revenir là-dessus après, qui est une autorité qui est pas d'égal à égal, tout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'empathie pour eux. Alors comment on fait? D'abord, si vous le voulez bien, on va réfléchir c'est quoi le but du chinour? Pourquoi on éduque? Il y a un petit livre, je sais pas s'il a été traduit en français, qui s'appelle Tlalei HaChinour Ve'Hadracha du rabbi précédent, qui a été écrit donc par le rabbi précédent à la demande de son père. C'est pas un livre si facile que ça, il paraît tout petit, mais il n'est pas si facile que ça. Et dans ce livre, il dit dans des mots qui sont des mots assez, c'est pour ça que par exemple là, il y a un rav en Israël qui a fait un petit commentaire dessus, qui a essayé de faciliter les idées. C'est pas des idées faciles, et c'est un langage très dur. Mais je veux juste vous citer une phrase pour qu'on comprenne c'est quoi le but de tout ça. Le rabbi précédent, il dit, Shekol mechunach yegadlo leanashim beofan enoshi ou mosari. Il dit que le but du chinour, nous on s'attend à ce qu'il va nous dire que ça doit être des gens très religieux, ou ça doit être des grands chassidim, ou soit moi, à l'école chez moi, c'est des grands lamdanim, des gens qui connaissent. Parle pas de ça, lui. Lui, il dit qu'il faut éduquer de manière à ce que lorsqu'ils vont grandir, ça soit des gens enoshim ou moussarim, humains et moraux. J'étais hyper angoissé quand j'ai préparé ça, hein, parce que je me suis dit, à qui je parle? Peut-être je parle à des parents d'élèves, qu'une partie d'entre eux, ils ont que la parnassa, elle vient de choses qui sont pas toujours enoshim ou moussarim. C'est un vrai problème. Vraiment, c'est un vrai problème. Comment on peut parler de enoshi et moussari quand des fois l'argent, il vient donner une très très belle vie matérielle à l'enfant, mais qui vient d'endroits qui sont pas des endroits très très cachers. C'est un vrai problème. Et c'est un problème que les enfants, ils perçoivent. Les enfants, ils savent. Une des choses qu'on a toujours cru
avant, nous, on est dans la génération d'après, c'est que les enfants, jusqu'à un certain âge, ils comprennent rien. C'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, ils commencent un petit peu à comprendre. Tu fais un petit peu semblant. Tu t'enfermes dans la chambre. Tu fais trucs. Tu fais une vie à part. L'enfant, il se rendra compte de rien. C'est strictement faux. L'enfant, il se rend compte de tout très, très vite. Je parle pas spirituellement parlant. Hein. Je parle pas neshama. Je parle physiquement parlant. L'enfant, il capte tout de suite ce qui va pas. Tout de suite. Si à la maison, et c'est pas spirituel ce que je dis, si à la maison, les bases, elles sont pas des bases cachères, entre guillemets, pas de nourriture, mais de moralité, l'enfant, il peut pas grandir avec une tête dans laquelle il voit les choses de manière euh, droite, moussari, morale. C'est pas possible. On fait tous nos petits arrangements, on va pas se mentir, mais on fait pas des gros arrangements. Quand c'est des gros arrangements généraux, sur des principes qui sont des principes de base, comme ne pas voler, ne pas mentir, faut pas s'étonner qu'après un enfant, hein, lorsqu'il arrive à la yeshiva à 14, 15 ans, 16 ans, il a qu'une seule envie, c'est faire de l'argent vite et bien. Et lorsqu'on lui propose de faire la yeshiva, il dit je veux pas. Lorsqu'on lui propose de faire des études, il veut pas non plus. Ce qu'il veut, c'est vite et bien. Il veut qu'à 18 ans, il a son premier 4x4. Il veut que très rattrape. Ça vient pas parce qu'on lui a dit ça. Que des gens, ils disaient je veux que tu sois un médecin, c'était une chose. Aujourd'hui, ça se sent. Aujourd'hui, l'enfant, il regarde à droite, à gauche, il voit son père, sa mère, il voit son oncle, sa tante, il voit dans quel environnement, et ça imprime quelque chose chez lui. On peut faire semblant, hein. On peut faire semblant. On peut faire semblant, on rentre à la maison, on fait semblant, on met le chapeau, on met pas de chapeau, il n'y a pas de problème. À l'époque, quand j'ai commencé à enseigner, ce Rav Roth, il disait, un conseil hyper connu, lorsque vous allez dormir, mettez des livres sur la table, 1 ou 2 livres de Torah sur la table, que les enfants, quand ils se lèvent le matin, hein, papa, il a étudié. Bon, d'abord, tous les enfants, ils ont suivi déjà toutes ces conférences-là, donc tout le monde sait que les livres, à part ça, qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y a des gens qui étudient avec une tablette, donc on voit plus de livres. Deuxièmement, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas une mise en scène. Si vraiment la Torah c'est important et l'étude de la Torah c'est important, et que l'enfant y voit son père en train de s'endormir le soir sur le canapé parce qu'il n'a pas fini d'étudier ce qu'il devait étudier, le Rambam ou autre, et puis il est comme ça, j'ai pas besoin de laisser le Rambam sur la table. Si je suis quelqu'un de très ordonné, je peux le ranger le Rambam, c'est pas ça. De la même manière qu'il va voir chez sa maman des choses qui vont lui montrer combien, par exemple, à la dernière minute, Erev Shabbat, on va lui demander un vendredi après-midi de faire plus de chalot pour une dame qui vient de sortir de l'hôpital alors qu'elle a tout rangé et qu'elle ressort tout et qu'elle est déjà fatiguée, qu'elle va refaire encore 1 kilo de chalot ou 2 kilos de chalot pour ramener quelque... L'enfant, il sait que même s'il ne le voit pas, c'est dans les murs. Donc déjà, le but en vérité, c'est d'en faire des gens bien. D'en faire des gens bien spirituellement, ça veut dire des gens qui sont équilibrés et des gens qui ont une certaine morale. Ça n'enlèvera pas les problèmes didactiques que des fois ils n'arrivent pas à étudier ou ils n'arrivent pas à lire ou peu importe. Ça n'enlèvera pas tout. Mais nous, on sait pourquoi on fait ça. Nous, on fait et on éduque pour faire que ça soit des gens bien. Il y a une phrase dans la tefila le matin, on dit Leolam yadam yireh shamayim, que toujours on espère qu'un homme il soit yireh shamayim. Il y en a qui mettent la virgule comme ça. Leolam, toujours yé adam. On souhaite être un homme. Il y a un très beau mot au yiddish. Pour résumer ça, c'est un mensch. Un mensch, ça veut dire quelqu'un de bien. On n'éduque pas simplement pour que nos enfants, ils vont étudier la Torah, amen, qu'ils vont faire bien la tefila, amen, qu'ils seront tout parfaitement, ce sera des grands shluchim ou des grands éducateurs. C'est pas de ça qu'on parle. Ça vient après. D'abord, il faut poser des bases qui sont des bases d'honnêteté, de sincérité et de morale pour que l'enfant, il devienne quelqu'un de bien. Il pourra être quelqu'un de bien en ayant un métier manuel, il pourra être quelqu'un de bien en étant rosh yeshiva, il pourrait être quelqu'un de bien en étant shaliach, mais d'être quelqu'un de bien. Et c'est ce que le rabbi précédent, il nous demande. Il nous dit qu'on doit réfléchir au fait que les enfants, ils vont grandir, beofan et noshi ou mosari. En faire des gens bien. Alors, dans les écoles, je vais vous dire, on n'a pas le temps. On essaye, mais on n'a pas le temps. Dans les écoles, on va parler. On va essayer de montrer l'exemple. Voilà. C'était juste après Gimel Tammuz, donc j'imagine que c'était un vrai cri du cœur. On va essayer. Il n'y a pas de cours de morale. Il n'y a pas de cours pour devenir, il n'y a pas de cours devenir
devenir quelqu'un. Ça va transpirer de la personnalité, du rave ou de la mora, etc. Mais sur ça, personne ne pourra remplacer le père et la mère. Si les limites à la maison sont pas des limites morales, nous, on peut rien faire. Je vous dis la vérité, j'ai pas ce problème-là, au Hachem à l'école. Je sais pas, c'est pas ce problème-là. Au contraire, j'ai plus de problèmes de gens que leur parnassa et du collèle, donc ils ont pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas ce problème-là. Mais, et ça commence à se voir, j'ai le problème de gens qui sont des cadres et qui veulent connaître aussi toutes les bonnes choses que le monde y peut apporter. Et donc, où t'étais Pessard, j'étais dans un séjour, mon père il a donné des cours là-bas, où t'étais Shavuot, j'étais dans un autre séjour. Mon père était à l'étranger, je parle pas à 1 heure de Paris dans un camping. Eh ben, on commence à avoir un retour d'enfants qui regardent ce monde-là en disant waouh. Et ça vient de la maison. Parce que les bases de moralité, ça veut pas dire que Chazé Shalom, il faut pas avoir d'argent, il faut pas kiffer, pas du tout ça. Ça veut dire que si on le fait avec moralité, sans perdre la tête. Et cette limite-là, elle n'a pas besoin d'être dite. Cette limite-là, elle est mise dans les fondations de la maison. Donc, je pense que tout le monde est marié ici, en tout cas. Mais quand on souhaite Binyan Adéad, avec des fondations, le rabbi l'écrivait, Binyan Adéad al Yesodé à Torah va mitzvot. Ça veut dire quoi? Dans un bâtiment, ça peut être un bâtiment magnifique. Il se passe quoi en dessous? En dessous, c'est que du béton, c'est moche. Mais c'est sur ça que ça tient. Ça, la moralité, et le fait que on dise aux enfants que tu dois être... Regardez, je vous donne un exemple. On peut dire 10 fois aux enfants. Remercier l'homme de service qui vous a servi. Ramasser tous les papiers pour que lorsqu'il vient, il se fatigue moins. 90% des enfants, ils vont le faire. 10%, ils vont pas le faire. 90%, ils vont le faire parce qu'ils ont envie de nous faire plaisir. Ils ont pas envie aussi, peut-être, de s'embrouiller. Mais en vérité, il y en a que je l'aurais dit ou je l'aurais pas dit, ils l'auraient fait. Il y a une histoire fameuse d'un mécaner, je vais pas citer son nom parce que, hélas, il a pas bien fini sa vie, qui raconte il a écrit des livres qui s'appellent Les enfants parlent d'eux-mêmes. Il écrit une histoire là-bas de quelqu'un qui était, il nettoyait dans une école et tous les soirs il devait lever les chaises et mettre sur la table. Et il se fatiguait beaucoup à faire ça. Il y a toute une histoire autour qu'un enfant il avait repéré ça. Alors l'enfant il s'amusait à mettre les chaises avant lui. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a attrapé, tu fais du bruit, etc. Il n'a pas voulu dire qu'il faisait ça, hein. Pour la personne, vous savez, en Israël, il y a beaucoup des fois des personnes âgées qui travaillent jusqu'à très, très, très tard dans la vie. Ça, c'est une éducation qui vient du fait que j'ai pas besoin de mettre des limites là-dessus parce que c'est des bases. Maintenant, on va avancer un petit peu. Regardez. Il y a une Mishnah hyper bizarre. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Je sais pas si vous avez entendu parler, en tout cas si vous avez lu Pirkei Avot, il y a un Rav, un des Tanaïm qui s'appelait Akavia ben Malalel. Pas Akiva, Akavia ben Malalel. Il a dit une fameuse Mishnah, il stakel bishloshat varim, regarde 3 choses et tu vas jamais fauter, sache d'où tu viens, où tu vas. Maintenant, il y a ici, dans la Mishnah, c'est dans le traité Edouyot, ce Akavia ben Malalel, il a mis à mal ses collègues, les autres rabbins. Et donc, ça fait une grosse embrouille, on va dire comme ça, une grosse histoire. Et donc, la Mishnah, elle raconte qu'est-ce qui s'est exactement passé, sur quoi il s'est opposé, etc., etc. Et puis, il y a une Mishnah qui raconte la fin de sa vie. La Mishnah, elle dit comme ça, c'est au traité d'Ouyot, si vous voulez, Perek. La dernière Mishnah du Perek, la Mishnah elle dit comme ça, Beshat Mitato, avant de mourir, il a donné ses dernières recommandations à son fils. Il lui a dit, est-ce que tu peux me redire sur quoi j'étais pas d'accord avec les autres rabbanim? Et il a dit les 4 choses. Il lui a dit, et ton propre avis, il doit pas être calqué sur le mien, mais toi, tu dois les suivre à eux. Ok. Pourquoi? Parce que toi, tu es un avis unique et eux, ils sont nombreux. Ok. Après, c'était les derniers moments juste avant de mourir. À Marlo, le fils, il dit, Abba, papa, Pekod alay lachavecha, recommande-moi à tes collègues. Ça veut dire, dis à tes collègues que moi aussi, je suis apte à être un grand rave, comme toi, papa. À Marlo, le père, à Kavia, il va quitter ce monde dans 3 lignes. Et ni mafkil, je te pistonne pas.
Ça, c'est un père, ça, c'est Akavia Ben Manalel. On voit, vous imaginez Akavia Ben Manalel, vous voyez un monsieur avec une grande barbe, un grand sadique, comme ça, un grand sourire, beaucoup de lumière. Son fils lui dit, papa, tu peux toucher un mot à tes collègues? Non. À Marlo, Shema Avla Matsatabi, pourquoi papa t'as trouvé un défaut chez moi? Je dis non. À Marlo, et comme ça se finit la Mishnah, lave, non, pas du tout. Maasecha ikarvucha ou maasecha irachakucha. C'est tes actions qui vont faire que tu peux te rapprocher de la fonction, et c'est tes actions qui vont t'éloigner de la fonction. En gros, mon ami, je t'ai donné toutes les bases, maintenant c'est à toi de jouer. Je peux pas te pistonner, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas pistonner. Il y a des choses qu'on doit donner à nos enfants, qui sont des choses qui sont profondes, et c'est ça qui va faire la différence entre eux et quelqu'un d'autre. Vous croyez pas que Akavia Ben Malalel n'aurait pas pu dire à ses copains, hein, d'ailleurs c'est aujourd'hui ce qui se passe souvent, écoutez, moi je vais partir de ce monde, mettez mon fils dans votre beddin, mettez mon fils dans la yeshiva, et il va grandir. Akavia Ben Malalel, ça se trouve, son fils est devenu un très très grand yeshiva, peut-être un très très grand rave. La Mishnah nous le dit pas. Mais ici, il y a une base de chinour. Il y a une base éducative. Nous sommes pas là, et là je parle et en tant que père, et surtout en tant que quelqu'un qui s'occupe d'une école, en train de penser que tout doit se passer quand c'est sous notre contrôle. Le Rav Jacobson, c'est un conférencier aux États-Unis, raconte dans un de ses 2 derniers shiurim qu'une fois il a donné une conférence dans une école aux États-Unis et qu'il parlait devant je sais pas combien de professeurs et il a été voir le directeur avant pour un petit peu sonder les professeurs et le directeur, il a posé une question au directeur, il a dit au directeur, c'est quoi votre but? C'est quoi votre vision des choses? Alors il lui a répondu, ma vision des choses, c'est que je n'ai strictement rien à faire de ce qui se passe à l'école. Il lui a dit en anglais, j'en ai rien à faire de ce qui se passe dans ces murs-là. Le Rav Jacobson était super choqué, il dit, attendez, vous êtes directeur d'école, en plus ça paraît, il dit pas là-bas, mais une grosse institution. Non, moi c'est pas ce qui se passe dans les murs de l'école qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en dehors de l'école. Dans les murs de l'école, on va faire un système qui va faire que l'enfant, il va faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester après. Pas quand je suis là. Pas quand papa et maman ils sont là. Pas quand le professeur est là. Pas quand le directeur il est là. C'est trop facile, ça. J'enseigne Gemara, j'ai 20 élèves. Il y en a plein qui sont pas dans le sujet. Je me fais un kiff. Tiens, toi, répète. Je sais très bien qu'il va bien répéter. Je suis rassuré. J'ai réussi. S'ils se tiennent bien à table, les enfants, que quand je reçois des invités, tout le monde est bien à table, ça fait beau, on chante les chants de Shabbat, tout se passe bien, chacun il a répété son petit Dvar Torah, tout était bien. C'est bien. Mais moi, je veux savoir comment eux, lorsqu'ils vont être à table, ou lorsqu'ils vont être à la yeshiva, ou pour les filles quand elles vont être au séminaire, ou ailleurs, ou dans un Shabbat plein. Vous savez, l'expérience, on envoie la première fois les enfants dans un Shabbat plein, et le retour, il est catastrophique. Et on comprend pas. Mais attends, à la maison, il se tient impeccable. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Ce qui se passe dans les murs de nos écoles, c'est pas une preuve. Ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'ils puissent après partir et aller plus loin. Pour l'instant, j'ai pas dit comment parce que je sais pas comment. On va essayer de trouver 2, 3 trucs, mais je sais pas vraiment comment. Mais ça doit être le but. Le but, c'est un jour, voilà, là, il y a un petit bébé. Un jour, ce petit bébé va grandir. Un jour, ce petit bébé va aller à l'école. On verse les larmes la première fois qu'on les dépose, surtout les moments dans les crèches. Mais après, c'est le GAN, après, c'est le primaire, après, c'est le collège, la yeshiva, peu importe. Je vous raconte même pas quand on les amène sous la choupa dans quel état on est. Et alors là, c'est encore plus de questions qu'on s'est jamais posées. Chaque mariage, on peut avoir les meilleurs gendres et les meilleures belles-filles. Chaque mariage, et après, les petits-enfants, ils grandissent, on voit les petits-enfants, on dit, ah, tu vois, là, je reconnais ma fille, là, je reconnais pas, là, c'est pas nous, là, c'est nous. Ça s'arrête pas, cette histoire. Mais, ce que nous, on veut reconnaître, et ce qu'on doit espérer, c'est de savoir avec quoi ils sont repartis. Le Rav Meir Shapira de Louvelin, il est niftar en 1933, pas à peu près, juste avant la guerre. C'est un de ceux qui a révolutionné le monde de la Torah, puisqu'il a créé une yeshiva à Louvelin, qui s'appelle Yeshiva Chachmei Louvelin. Qui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une copie en Israël. Il y a plus d'élèves directs à lui. Mais il y a eu un grand élève à lui qui a marqué l'histoire et qui est un grand décisionnaire qui s'appelle le Rav Osner. Mais lui, il a créé une yeshiva et il a fait un très très beau bâtiment
dans lequel les enfants, c'était des bachourim, hein, les jeunes hommes, ils avaient le couvert, le gîte et la yeshiva dans le même endroit. Jusqu'à là, vous savez ce qui se passait. Il y avait beaucoup de bachourim. Il y avait déjà à Lubavitch quelque chose comme ça, mais la majorité des bachourim, ils mangeaient pas la yeshiva, ils dormaient pas la yeshiva. Il y avait pas. Comment imaginer la vie d'un bachour? C'est qu'il devait trouver un endroit où dormir. Et qu'est-ce que c'était généralement? Sauf si vraiment c'était des fils d'eux, mais généralement c'était quoi? Ils étaient gardiens de magasins. Il y avait des magasins, il y avait des voleurs le soir. Les commerçants, ils disaient aux bachourim, on t'autorise à dormir dans le magasin, comme ça évite. Et comment ils mangeaient? Ben, ils mangeaient ce qu'on leur ramenait. Et des fois, ils mangeaient, quand il y avait des gens qui avaient des invités ou pas, ils invitaient des bachourim pour dire des divrei Torah, et comme ça, ils mangeaient. Et c'était une vie très très dure. C'était pas du tout la vie de la yeshiva aujourd'hui. Le Rav Meir Shapira de Louvelin, il a fait une yeshiva, un bâtiment immense, il est jusqu'à aujourd'hui, à Louvelin. Pendant la guerre, c'était un endroit où ils avaient mis des chevaux, la communauté l'a récupéré, et on peut la visiter aujourd'hui. C'est un bâtiment immense, il y a une très très belle photo de lui. Il est niftar sans enfant. Il a jamais eu d'enfant. Sa femme, on sait pas exactement où est-ce qu'elle est enterrée. Lui, à la création de l'État d'Israël, quelques années après, ses élèves ont ramené ce qu'ils pouvaient ramener. Aujourd'hui, il est enterré à Givat Shaul Menuchot. Il y a la tombe, et il y a une petite plaque où on dit qu'il faut penser à sa femme qui n'a pas eu je crois que les nazis avaient, bon, lui, pour que vous le remettiez, c'est lui qui a donné l'idée que chaque jour, les gens, ils appellent le Daf Yomi, une page de Gemara par jour. Tout le monde étudie la même page, dans certains milieux en tout cas, hein, comme ça. Bon, lui, il a fait ça. Il n'a pas d'enfant, mais il a des centaines de milliers de gens qui suivent, alors que c'est pas un rabbi particulier. Maintenant, lui, quand il a inauguré son bâtiment, il a dit, il faut choisir une phrase qui est sur le fronton. Nous, on met le drapeau français, le drapeau européen. Lui, il n'avait pas cette obligation académique. Mais qu'est-ce qu'il allait marquer? Vous avez dit, sûrement vous avez déjà été au 770, vous savez qu'au 770, quand vous rentrez dans le 770, dans le bâtiment, il y a marqué, Bet Agudat Chassidei Chabad. On sait, on est dans la maison des Chassidim, ou allez Yosef Yitzhak. On sait. Ce qui est marqué au fronton, c'est, quand on va dans la rue Liberté, Fraternité, Égalité, Fraternité, c'est marqué. Quelle phrase il peut choisir pour une yeshiva? Il aurait pu mettre Torah Tzivalanu Moshe Moracha, il aurait pu mettre, je sais pas, Shema Israël, il aurait pu mettre plein de phrases. Il a choisi une phrase. Une phrase de Teilim, la suivante. Lechu vanim shimuli. Partez, mes enfants, écoutez-moi, Yirat Hashem alametrem. Je vous enseignerai la crainte de Dieu, et après il y a les fameuses phrases qui sont plus angoissantes. Mi Aishech Havetrem, qui est-ce qui veut la vie? Netzor Leshon Chamera, garde ta langue de parler mal, etc. Lechu vanim shimuli. Ça veut dire que moi je viens à la yeshiva, je me suis inscrit à la yeshiva, je regarde le fronton de la yeshiva, et la yeshiva elle me dit en grand, pars. C'est pas marqué beau. Venez. C'est marqué lechu. Je viens d'arriver. Le but, c'est lechu. Le but, c'est de leur donner les bases pour qu'ils puissent partir avec ça. Quand on fait une fête pour les enfants, les garçons ou les filles qui ont fini terminale et que c'est le lechu qui est important. Ils vont pouvoir faire toute leur scolarité dans une école juive. Qu'est-ce qui va rester? Et chez nous, c'est qu'est-ce qui va rester? Cette question, on peut la répondre en se posant la question à nous-mêmes sur nos parents. Qu'est-ce qui reste? Que nos parents ils aient une longue vie, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a ramené? C'est quoi le lechu banim? Quand on est beau ou qu'on est à l'intérieur, c'est normal que tout va bien. Et encore, on souhaite que tout aille bien. C'est le lechu. Vous savez le phénomène qu'on n'aime pas que les enfants ils aillent dans les anniversaires des copains et des copines, et que quand on accepte, on les attrape juste avant qu'on prenne l'ascenseur pour les amener. Attention, hein. Tu dis merci, hein. Et tu salis pas, hein. Et attention, hein. Et attention, on lui donne une liste comme ça, hein. Et nous, on part à la maison. C'est là qu'on met la tzedaka, on fait Teilim, et on dit Hachem, je t'en supplie, Aneni, que tout se passe bien. Et quand il est revenu, et qu'on nous dit, non, ça va, ça s'est bien passé. On fait toute une interprétation de pourquoi on nous a pas dit plus qu'ils étaient extraordinaires, parce qu'ils sont extraordinaires. Pourquoi, d'où ça vient ça? Parce qu'on n'est pas sûr sur le lechu. Et c'est normal, on sait pas. Et des fois, on est déçu. On est sûr
qu'on leur a tout donné. C'est pas grave. Mais si on a ça dans la tête depuis le départ, alors on va voir que le plus important, on va le mettre pour eux, mais pas sur les détails, mais sur l'essentiel. Donner à manger, j'ai pas l'ombre d'un doute que tout le monde donne à manger et donne à manger de bonnes choses. Ils sont habillés au tip-top. Ils ont des vacances, Baruch Hashem. Tout le monde a pratiquement des vacances. Et même ceux qui n'ont pas beaucoup de vacances, ils ont un petit peu de vacances. Même si c'est restreint au minimum. Il y en a qui voyagent pas, il y en a qui voyagent. Aujourd'hui, c'est pas ça qui leur manque. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est donner un sens aux choses pour que les enfants, ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui dépassent l'ordre et qui dépassent tout, qui sont des choses qui sont fondamentales. Et c'est à ça qu'il faut penser une demi-heure par jour. C'est pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Bien sûr qu'il faut penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mais c'est pas ça, Marchand. On pense toute la journée. On fait des courses pour eux. Sûrement que vous réfléchissez que l'été prochain, l'hiver prochain, quels habits vont mettre. Des fois, on va faire des soldes pour acheter déjà avec un an d'avance parce que je sais. On pense ça, mais ça, c'est pas penser dans le sens les choses importantes que je veux leur donner jusqu'à 120 ans. Quel va être le lechoubanim? Qu'est-ce qu'il va rester? Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est pas ni dans les règlements intérieurs, ni dans les règlements de maison. Je sais pas si vous voyez aujourd'hui, il y a plein d'affiches comme ça. Ici, à la maison, on peut. Ici, à la maison, on peut pas. Il y a même dans certains endroits où on te dit ici, il faut faire tirer la chasse quand tu sors. Non. Pourquoi on a besoin d'écrire ça? Et pourquoi on a besoin? C'est très joli. La vérité, pourquoi pas? Ici, tout le monde s'aime, ici, on se respecte, etc. Pourquoi pas? C'est des beaux cadres. Ça peut être joli, c'est une belle affiche. On peut mettre. J'ai rien contre ça. Mais pourquoi s'il y a besoin d'être imprimé, mis dans un beau cadre, avec plein de couleurs, comme si c'était pas super évident? Parce que ça s'est perdu, c'est en train de se perdre, et ça, c'est ce que les générations d'avant nous ont donné sans même nous le dire. Personne ne nous a dit, sauf si c'était pas le cas, ça, c'est ce que je veux, ce que j'attends de toi en tant que personne. Ça venait de soi-même. Après, la religion, la Torah, les mitzvot, c'était la deuxième chose. D'abord, je te place donc tu es. Et après, on parle des obligations. Faut qu'il prie, faut qu'il fasse une bracha avant de manger, après manger, et tout le technique de ce que la Torah et les mitzvot elles nous demandent, il s'enclenche automatiquement. Il y a un enfant une fois, il a pris un verre d'eau et son professeur il lui dit Baruch. Pourquoi tu as dit non? Là, il a eu le cœur le prof il a le cœur qui a explosé. Il y avait un autre prof à côté qui avait pas encore le cœur qui a explosé, qui avait juste le cerveau. Il a dit pourquoi tu veux pas dire? Je m'appelle pas Baruch. C'est vraiment ça. C'est qu'il faut comprendre que quand on dit Baruch, faut que l'enfant il comprenne Baruch, ça veut dire bracha. C'est pas si évident que ça. Il y a une histoire hyper connue, mais l'histoire du Moré qui est arrivé en retard et que l'enfant lui a fait. C'est une histoire connue. Qui voulait juste lui montrer qu'il avait une nouvelle montre. Il voulait pas lui dire que t'es en retard. Le Moré, il a vu. Mais pourquoi? Parce que chez le Moré, dans la psychologie, dans tout ça, ça s'appelle des biais cognitifs. Il a vu que le truc, il veut me remettre en cause parce que lui-même, il était pas bien. Il était venu en retard. Donc quelqu'un qui lui fait comme ça, il est sûr qu'on lui reproche quelque chose. C'était pas le cas ici. Son boss, il aurait pu faire ça, mais c'est un gosse. Nous, on doit fonctionner à ce que dans leur tête, Shabbat égale moment où on se retrouve, moment où c'est un kiff. Ça voudra pas dire qu'après, il y aura pas des difficultés. Les enfants, papa, le moment où ils sont fatigués, est-ce que vous pouvez débarrasser? Qu'est-ce qui peut mettre la table? Tout ça, ça va être que du technique qui va passer ou qui va pas passer. Mais ce sera sur des bases saines. Et des fois, nous, en tant qu'adultes, on se dit, ah, bon, allez, cette semaine, on les saoule pas. Vous savez, par exemple, excusez-moi, je prends beaucoup d'exemples de garçons parce que j'ai plus de garçons que de filles et mes filles, elles sont mariées, donc ils sont mariés, ils sont en Eretz Israël, donc j'ai plus d'exemples, mais j'ai encore, au Hachem des Bachourim. Les Bachourim, quand ils rentrent de la yeshiva, nous, on croit ils vont rentrer, ils vont étudier, ils vont nous répéter tout ce qu'ils ont appris. Eux, ils rentrent pour une seule chose. Se reposer. Voilà.
Je vous, je vous, je vous explique. Quand on rentre à la yeshiva, on a 13 ans et demi, 14. Moi, je suis rentré un petit peu plus tard. On n'a plus une minute d'intimité. On est toute la journée avec du monde. Au moment où on se lève jusqu'à qu'on va dormir. C'est un internat. Il n'y a pas un moment, il faut que vous le voliez le moment, de marcher une demi-heure dans la rue pour essayer de vous changer la tête. Ils arrivent à la maison, ils veulent qu'une seule chose. Un lit, un plat, du calme. Et nous, ça fait 3 semaines qu'on les a pas vus. Et des fois, il y a les grands-parents qui sont là. On veut qu'une seule chose, qu'ils viennent, qu'ils s'assoient, qu'on va se lever le matin, on va aller voir qu'ils sont déjà réveillés avant nous en train d'étudier, que c'est eux qui vont nous dire papa j'ai envie d'étudier, que chacun il va répéter des livrets Torah exceptionnels, qu'ils vont chanter des nigounim exceptionnels. Mais eux, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Alors ces Shabbatot-là, on va pouvoir dire ah il est où le Lechoubanim? Quelles sont les bases qu'on vous a données? C'est pour ça que je te mets dans la yeshiva. C'est du vécu, hein, ce que je vous parle. Mais alors à quoi ça sert tout ça? Tu peux pas savoir. Tu verras quand il sera balabaïd, quand ce sera un monsieur marié, comment il sera avec ses enfants. Et tu verras où est-ce qu'il est ton les Choubanim. Parce que là, lui, il se lèvera et il dira à ses enfants, allez les enfants, on va à la choule. Et là, tu diras, ah, j'ai investi. Tu peux pas le juger sur un truc qu'il va faire à 16, 17 ans. J'espère que mes enfants vont pas entendre la conférence. Mais je peux pas le juger pour ça. Les Choubanim. Mon père, il a Ichut Yamim, une bonne santé, Bezrat Hashem. Il me dit, regarde, moi, mon père, il a pas après la yeshiva. Il me dit, moi, je sais pas, votre yeshiva, truc, la Gemara, tout ça. Une seule chose. C'est un monsieur religieux, mais au Maroc, on n'étudie pas la yeshiva. Il me dit une seule chose. Un Dvar Torah. C'est tout. Un Dvar Torah. Tu ne me dis pas, j'ai rien à dire à la table. Parce que souvent, Bémet, le Bachou, il a rien à dire. Il a étudié de la Gemara, il a étudié de la Chassidoute, il a étudié de la Lacha, il a étudié du Moussa. Peu importe ce qu'il a étudié. On vient, dis un Dvar Torah. J'ai pas. Mon père, il me dit, écoute, moi, je veux rien entendre. Moi, je sais pas ce que tu fais toute la semaine, mais quand t'es là Shabbat, tu dis un Dvar Torah à table. Ou à la choule. Le Lechoubanim, c'est un investissement qui est une demi-heure par jour de penser quelle valeur je leur ai donnée. Parce que le reste du temps, vous allez savoir qu'est-ce que vous lui avez donné à manger, comment il s'est habillé, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il a fait ses devoirs. Tout ça, il va savoir. Et tout ça, il va voir. Mais les bases, vous n'allez pas les voir. C'est quelque chose qui est dans les murs. C'est quelque chose qui est, quand on rentre à la maison, ça se sent et ça se sent pas. Le plus grand compliment que quelqu'un peut vous faire, c'est quand il sort de chez vous, il dit, c'est un foyer où j'ai ressenti qu'il y a quelque chose de particulier. Les règles, on peut les mettre, chaque famille elle a ses règles. Mais les bases, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça la demi-heure qu'il faut penser par jour. Pas, il aime tel goût et il aime tel goût. C'est hyper important, mais ça rentre pas dans la demi-heure. Je suis désolé de vous dire. Parce qu'on nous demande de penser. Penser, ça veut dire prendre du temps. La différence entre penser et agir, c'est qu'agir, c'est tout de suite. Penser, c'est long. Une demi-heure par jour. Alors, c'est pas une demi-heure sur le stopper, hein. Il n'y a pas un timing. On fait pas une demi-heure par jour. C'est réellement se pencher sur quelles sont les valeurs que je veux lui donner. Et pour cela, alors c'est pas de moi, hein, je vous préviens, c'est pas mon fort ce genre de truc, mais j'ai lu un article très très intéressant où il donne 5 conseils. Encore une fois, je suis pas sûr que ça marche, je suis pas coach, je suis pas, voilà, j'ai pas de compte Instagram, TikTok, j'ai pas de cabinet. J'essaye de mettre en application ce que la Torah me demande. Mais la vérité, il a bien bossé. La première chose qu'il dit, il le dit en hébreu, c'est beaucoup plus joli qu'en français. Il dit, vous savez qu'il y a une interdiction de rechilut, il y a une interdiction de colporter. C'est pas du lashon hara. C'est rechilut. L'hôtel rachil be'amecha. On va chez l'un, on va chez l'autre, les potins. Il dit, au niveau du chinour, entre papa et maman, entre monsieur et madame, il doit y avoir rechilut sur les enfants. Ça veut dire, faut absolument communiquer et parler entre nous de ce qui se passe avec les enfants. Souvent, papa, il travaille dur et il amène à la maison toute la base que, au Hachem, il y a une parnassa, que les enfants ils puissent avoir des vacances. Aujourd'hui, dans les écoles juives, bon, moi, c'est pas le cas de chez moi, mais
Il y a dans les écoles juives, il y a des classes vertes, il y a des classes de neige. Les enfants, ils ont ski. Moi, dans ma vie, j'ai jamais skié, mais il y a des gens qui, c'est normal. Et lui, il s'occupe de ça. Il y aura des vacances, il y aura la parnassa. Lorsque vous aurez besoin de quelque chose, papa, il est là. Maman, elle est là pour tout ce qui est affectif. Elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au moment où ils se rencontrent les deux, il est 11h du soir, 10h30 du soir, faut parler des enfants. Tu sais, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Tu sais, en ce moment, j'ai remarqué que donner des informations, sauf des informations graves que je vois pas pourquoi on le dirait pas, il faut parler, communiquer. Ça veut pas dire qu'on a des solutions, mais il faut communiquer. Il n'y a pas pire que lorsque on convoque un papa et une maman, que il n'est pas au courant de la vie, de ce qui se passe de l'enfant, comme s'ils avaient deux enfants différents. Mais je vous assure, c'est deux mondes. Parce que il dit pas à l'autre vraiment. Tu sais, ce matin, il voulait pas aller à l'école, il a fait que pleurer, et ça c'est revenu plusieurs fois. Tout d'un coup, un enfant qui était bavard, il devient plus bavard. Il y a un problème là. Il y a quelque chose qui va pas. On le repère. Quand on est dans l'éducation, on le repère. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose. Mais entre parents, des fois, on veut pas. On a peur. Parce que si je vais parler, alors que j'ai pas de solution. Bon, je sais pas, ben, amène-le chez le médecin. Quand il a de la fièvre, c'est facile. Mais quand c'est pas de la fièvre, je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut être super, super, super vigilant. Il y a des petits signes. Il y a des petites lumières qui s'allument à droite, à gauche, qui veut dire attention, attention, il y a quelque chose qui va pas. Et des fois, on n'en parle pas. Comme si c'était le problème de l'un ou de l'autre. Par exemple, tout ce qui est garçon, synagogue, on croit que c'est le problème du papa. C'est son job. Il va le Shabbat matin, il prend les enfants, il revient, si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, je sais pas pourquoi ça s'est pas bien passé, j'en ai assez, la semaine prochaine je prends pas celui-là, je prendrai l'autre, etc., etc. Ok, mais c'est pas vrai que c'est pas le problème de la maman. Si un enfant à la choule il sait pas se tenir, c'est pas vrai que c'est que le problème du papa. Et je peux vous faire aussi à l'inverse. Il y a des papas qui vont s'occuper du bien-être physique. Vous voulez un test? La maman elle vient d'accoucher. Vous avez des filles de Gannes, comment ils sont coiffés? Aujourd'hui, il y a des papas qui coiffent. C'est pas un problème. Avant, ils appelaient ou leur mère ou leur belle-mère, mais aujourd'hui, sans problème. Pourquoi on a pensé que ça, c'était réservé à l'un ou l'autre? Je dis pas qu'il faut échanger les rôles, pas du tout, hein. Que le papa, il s'occupe à la choule très bien, que la maman, elle s'occupe comme ça, c'est très bien comme ça aussi. Mais c'est pas, on n'en parle pas. C'est pas mon problème. Bien sûr que c'est ton problème. S'il prie pas, c'est ton problème, autant que si la petite, elle est pas bien ou le petit, il est pas bien dans d'autres domaines. Parlez. Faut absolument parler. Faut pas hésiter. Parce que des fois, on cache des choses, on croit qu'il y a des mini-problèmes. Non, je vais pas lui prendre la tête avec ça, ou l'un à l'autre, ou l'autre à l'un. On laisse les choses, et puis un jour, pourquoi tu m'as pas dit? Quoi, ça fait 3 semaines qu'il pleure, tu me dis pas? Ça fait 3 semaines qu'on a remarqué qu'à la maison, il y avait tous les jours, à côté de la tzedaka, il y a une petite, un petit endroit où on met des pièces pour mettre à la tzedaka. On s'est rendu compte, c'est bizarre. Ça fait il y a quelques jours, il manque toujours 50 centimes, 20 centimes, 1 euro. Vous savez qu'on a des enfants, c'est des tzadikim. Hein. On a tous des boîtes de tzedaka à la maison. Et ils touchent pas. Chazal, ils disent, Chachamim, ils disent que le Yetzer Hara qui est le plus facile à transgresser, c'est celui du vol. Il y a un psy américain qui a fait on se donne les meilleures excuses. Il a fait une expérience, il a mis des canettes de Coca-Cola dans une armoire ouverte dans une université. En 3 jours, il n'y avait plus de canettes. Il a mis des billets de $50. Il y a très peu de billets qui ont disparu. C'était quoi l'histoire? Prendre une canette, c'est pas du vol. Prendre un billet de 50, c'est. Le truc, c'est pas parce que j'ai pris 20 centimes que ça va changer quelque chose. Maintenant, qui l'a pris, c'est une chose, mais pourquoi il l'a pris? Peut-être qu'il y a un garçon à l'école qui lui demande tous les jours, tu dois m'amener de l'argent. Par exemple, je pense que ici c'est le cas, mais il y a dans certains endroits où il y a des ventes, des choses. Bon, je crois que ça se fait plus aujourd'hui. C'est hyper problématique. Parce qu'un enfant, il a pas. Donc il dit à son copain, achète-moi une canette. Il lui met 2 euros. Il faut qu'il lui rembourse, mais il a pas les 2 euros. Donc il va se retrouver endetté à 8 ans. Ça arrive des fois à la yeshiva. 14, 15 ans, les enfants,
ils voient que l'autre, il peut commander de la pizza, lui, il peut pas commander de la pizza, je te rembourserai. Ils arrivent à Nissan, avant Pessah, ils ont des dettes de 200, 300, 400 euros, 500 euros. D'où c'est venu ça? Parce qu'au début, on n'a pas vu, on a dit, bon, c'est pas grave. Mais en vérité, c'est en train de s'installer quelque chose de très profond. C'est pas un voleur, l'enfant. Juste qu'il veut répondre à une attente qu'il a. Il a trouvé un moyen. Nous, on le voit pas. Au début, on se dit, c'est bizarre. Il y avait pas un billet de 5 euros là, dans le tiroir. T'es sûr? On se demande. T'as pas laissé un billet de 5 euros? Non, je crois pas, je suis pas sûr. T'es sûr? Il n'y a pas une pièce de 2 euros? Peut-être, ça va pas en faire un voleur. Ça va en faire un gosse qui a un problème par rapport à une situation X. Et que moi, j'ai pas communiqué, j'ai pas dit, tu sais, c'est bizarre, hein, à côté de la tzedaka, il manque toujours une pièce ou il manque, je sais pas moi, femme de ménage elle est venue, j'ai laissé la monnaie, il manque 1 euro, il manque 2 euros. Il va pas tout de suite prendre. Mais pourquoi? Il lui manque quelque chose. Il y a à l'école, on lui demande. Il est jaloux. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il y a ça? Si je communique pas, je peux pas. Il y a pas de problème. Faut s'asseoir, prendre le temps et dire, regarde, j'ai remarqué un truc, pas s'exciter. Pas commencer, ça y est, je suis sûr, c'est un voleur. Non, non, c'est pas un voleur. Juste qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Peut-être que là, maintenant, c'est la période des glaces. Peut-être que lui, il a envie de manger une glace et que, alors, on va le prendre. On va lui dire, c'est ça le problème. Voilà, regarde. On va t'acheter une glace, mais tu refais plus. Ou alors, si t'as besoin, tu parles avec papa et maman. Pourquoi, quand les enfants, ils grandissent, on leur dit, regardez les enfants. Si vous avez un problème, on est là. Même mariés. Et quand ils sont petits, ou on fait semblant qu'on n'a pas vu, et qu'on a vu les problèmes, tout de suite, non, c'est pas grave. On a dit que le but du chinour, c'est d'en faire des gens bien. Et c'est normal que la nature humaine, elle est vers désirer, vouloir, prendre. Heureusement que c'est comme ça. Maintenant, nous, on est pour leur dire que pour désirer, posséder, etc., faut mettre des limites. Et c'est pas obligé de paniquer. Mais s'il y a un problème, faut en parler. Et entre nous. C'est pas la peine d'aller sauter tout de suite, aller prévenir le rave de la communauté, ou le directeur, ou la directrice, non. On peut très bien, dans les petits problèmes, gérer ça entre nous. Il suffit d'être d'accord. Tout de suite, les gens, ils font rentrer des gens extérieurs. Je vais en parler. Non. On a tous et toutes les capacités d'éduquer. Je vous raconterai une histoire après, et une histoire assez, quelque chose pour on a tous et toutes les capacités. Lorsqu'on est face à des petits problèmes, avant que ça devienne des grands problèmes, il faut qu'on en parle. Quand ça devient des grands problèmes, c'est qu'on n'en a pas parlé. On a gardé ça pour soi parce qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête. Ou bien, il y avait personne en face qui était là pour écouter le problème. Et le problème grandit. Et quand il nous expose à la figure, la première chose qu'on nous dit, pourquoi tu m'as pas dit? Alors, allez-y, parlez, mais parlez à l'intérieur. Après, s'il y a personne à côté de vous qui écoute, alors là, on ouvre le problème. Mais d'abord, ça se doit se régler à l'intérieur, il faut parler. Deuxième conseil qu'il donne, c'est il faut être clair dès le début à ce qu'on attend d'eux. Pas dans les détails, dans les grands principes. Lorsqu'on est des jeunes parents, on nous confie des petits bébés et on est très jeunes nous-mêmes. Et des fois, on n'a pas encore bien profité. On a envie de profiter et on se retrouve après le mariage avec 1, 2. Et nous-mêmes, des fois, dans la tête, on est encore... Il n'y a pas d'école pour ça. Ça nous tombe dessus un beau matin, on est super excité, super content, Mazel Tov, c'est super beau, etc. Bon, la maman elle rentre de la maternité, bon voilà, ça y est, il faut y aller. On a lu les livres, les machins, le truc, ça y est. Après maintenant, hein, alors au début, il pleure, il doit manger, qu'est-ce que c'est, on est très inquiet sur la santé, etc. Mais nous, on n'est pas encore assez mûrs, entre guillemets, pour dire là, on va prendre des décisions fondamentales concernant l'éducation des enfants. Et donc, il nous arrive au début de notre carrière de parents, de se dire, bon, de toute façon, il est encore petit, on peut se permettre certains, voilà, voies détournées, voies plus légères. Quand il va grandir, ça ira. Exemple type, j'ai de la chance, il n'y a que 2 papas, donc, et en plus, les connaissants, c'est pas leur style. Les enfants, ils sont petits, c'est pas la peine d'aller à la choule. Shabbat matin, je suis crevé. On se donne une bonne excuse en disant, non, je vais t'aider, je reste pour t'aider.
Quand on voit la personne à la choule, le Rav il dit non. Si le Rav il ose, hein. Rav. Et on raconte la même histoire qu'une fois, il y a quelqu'un, il arrive en retard au collège, et son directeur lui dit, j'ai fait du chesed, kol hakavod, j'ai fait j'ai rendu service à quelqu'un, bravo, tous les matins, j'aide quelqu'un, bravo, bravo. Mais qui c'est? J'aide ma femme. Cette histoire, on la met de côté, et quand quelqu'un vient nous demander, mais ça fait 3 semaines que t'es pas venu à la choule Shabbat. J'ai aidé. Maintenant, nous, on sait pourquoi on est resté. Fatigué, prise de tête, j'ai pas envie. Mais, et les enfants? Ah, ils sont petits. Ils sont petits. Ce qu'ils comprennent, je leur donne, alors où ils sont dans le berceau, ou je leur donne des Lego, des Playmobil. Avant Shabbat, je prépare mon coup, j'achète un nouveau jouet. Ils viennent, je suis tranquille. Ils vont pas remarquer que je vais pas à la choule. Ils comprennent pas. Ils sont eux-mêmes, ils y vont une fois tous les. C'est là que les bases jouent. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un bébé de 1 an ou de 2 ans, il comprend? Est-ce que son père, il va à la choule? Il comprend pas. Il comprend pas là. Il comprend là. Un jour, il a 8 ans. Il faut commencer il y a bientôt la bar mitzvah. Il a 8 ans. Comment je vais récupérer? Moi-même, ça fait 6 ans que j'ai pas été à la choule. Bon, on va se réhabituer. Croyez quoi que les 8 années qui sont passées, l'enfant, il a été dupe. Je vous dis même pas quand ils arrivent à se réveiller, à 11 ans, parce qu'on est 2 ans avant la yeshiva, ou 2 ans avant la bar mitzvah. Moi, le Shabbat, je m'occupe d'une communauté, à 20 km de Paris. Je suis pas chez moi Shabbat. Et ça fait maintenant, c'est la 16e année avec ma femme, avec les enfants. Maintenant, il y a plus tellement de monde à la maison. On va dans cette communauté, c'est une communauté, 95% des gens, ils viennent en voiture. C'est ça, pour Minyan, on regarde l'écran, il dit, ah, ça y est, c'est bon, le 10e, il est arrivé. J'ai 3 chômeurs Shabbat, et dès qu'ils deviennent chômeurs Shabbat, ils sont, c'est un autre monde et c'est enregistré, donc je peux même pas dire. Les gens, ils viennent 6 mois avant la bar mitzvah. Faut tout faire en 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Une seule chose. Qu'ils sachent lire, qu'ils sachent faire le schéma, et qu'ils fassent la paracha. Très bien. Allez. Quand ils sont bien organisés, c'est 1 an, 2 ans. Il a fait un petit peu de Talmud Torah à droite, à gauche. Il y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Baruch Hashem, petit à petit, c'est que on commence à avoir des enfants qui vont à l'école juive, de gens qui sont des laïcards, je vous raconte pas, c'est la République, etc., qui commencent à dire, on comprend pourquoi tu nous as toujours parlé de l'école juive. Maintenant, c'est très très loin. Donc, il faut déménager pour aller dans une école juive là-bas. Mais il commence à avoir des fruits de gens qui comprennent qu'on peut plus le Talmud Torah et 2 heures de judaïsme. C'est plus possible. Mais chez nous aussi. Jusqu'à une certaine limite, on pense que les enfants, ils comprennent rien, ils voient rien, ils ressentent pas. Si on n'est pas clair dès le début, les enfants, ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Je peux pas devenir quelqu'un qui prie toutes mes tfilotes à la choule que parce que mon fils, il a 11 ans. Ça marche pas comme ça. Ça marche que même quand il était petit, j'étais à la choule. Je peux manquer. La maman, elle vient d'accoucher. Il y a des difficultés. C'est pas, oui, il y a des gens, pendant 6 mois, ils vont te dire, j'ai pas été à Mincha vite. C'est aucun problème. Mais ça manque. J'ai pas fait sortir ça de mon programme de vie. Non, ça me concerne pas. Les enfants, ils sont petits, machin, bidule. On verra plus tard. Non, il n'y a pas on verra plus tard. Ce qu'ils ressentent depuis le début, et si les bases, elles sont claires depuis le début, elles seront claires depuis le début. Le problème, un des problèmes du fait qu'on devient parent, c'est qu'on devient parent jeune. Pour beaucoup d'entre nous. Où nous-mêmes, on a besoin encore de profiter. Et tout d'un coup, soit, Dieu préserve, on pense comme des goïms, on dit, bah, ça, les enfants, prise de tête, machin bidule, on va attendre, c'est pas notre cas. Ou bien on va se retrouver avec un problème. C'est que, on sait qu'on a une pro-responsabilité, mais nous-mêmes, on n'est pas encore rassasiés. Alors, on peut faire des écarts, il n'y a pas de problème. On est des êtres humains. Mais il faut savoir que si on n'est pas clair depuis le début, il faut pas penser qu'au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Il faut être clair depuis le début et dans notre tête. Il faut se dire qu'ils comprennent tout, qu'ils voient tout. Je ne vais pas maintenant vous faire les trucs de psy et même les trucs de médecin. Le cerveau, comment? Si le rabbi a dit qu'un enfant ne doit pas voir un animal non cachère, même une peluche non cachère, une peluche, les gens ils deviennent fous. Des fois, un petit animal, un Mickey, non, il faut pas. Vous savez, les canards c'est cachère mais c'est jaune. Vous connaissez le truc des grands-mères que
Ils veulent pas qu'on mette un canard jaune au bébé jusqu'à la brit mila de peur qu'il attrape la jaunisse. Vraiment. Non, faut pas qu'il voit du jaune. Parce que s'il va du jaune, il va avoir une jaunisse. La brit mila, elle sera pas en son temps. Je sais pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai médicalement parlant, mais c'est évident qu'il voit, qu'il entend, qu'il sent. Quoi? Tout. En plus, s'il a une neshama. La deuxième chose, c'est que nous, on doit être clair depuis le départ. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? On va pas se retrouver à 20 ans à se dire, oh, c'est pas possible. Avec qui il s'est marié? Mais tu l'as marié à 1 an. C'est les bases qu'on leur a données. Il peut y avoir, chas v'shalom, du préserve. Il faut prier toute la journée. Moi, pas toute la journée, mais il faut prier pour que ça se passe bien. Il y a un monsieur qui a exercé ici. Ravitzrak Toiti, Gérard Toiti à la v'shalom. C'est quelqu'un de très cher. Et il m'avait dit une fois, hein, est-ce que tu veux une ségoula pour l'éducation des enfants, tes enfants et les enfants des autres? Je dis, vas-y, donne. On n'est pas tellement sgoulotte, mais pourquoi pas? Quand tu fais la mida dans Ata Chonen la Adam Da'at, la 4e bracha, celle où on demande à Hachem qui nous donne la sagesse, pense à ce que tu réussisses dans l'éducation de tes enfants et de tes élèves. C'est le moment d'y penser. Tu dis, Hachem, donne-moi, Ata Chonen la Adam Da'at, donne-moi, s'il te plaît, la conscience, Chochma Bina Da'at, pour que je puisse éduquer. C'est une ségoula, je vous assure que ça marche. En tout cas, en partie. On espère. On doit prier pour ça. Il peut y avoir des accidents de vie. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit spirituel ou Dieu préserve matériel, et les deux, Dieu préserve. Mais nous, on doit être clair avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut d'eux? Qu'est-ce qu'on veut d'eux? On va leur donner les vacances, les habits, à manger, tout. Mais après, c'est le modèle de vie. On le voit petit. Comment je le vois grand? Et des fois, on se retrouve avec un... Dans Tfilat Hana, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a narazit palalti. Je prie en pensant à un modèle très spécial. Je veux pas qu'il soit stam. Je veux pas que ça soit quelqu'un. Je veux que, mais ça, il faut être clair. Et ça joue à la maison, ça joue dans notre foyer, sans rentrer dans les détails, mais c'est de là-bas que ça joue. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça c'est à mon avis le point le plus compliqué. Faut expliquer. Mais quoi? Il y a un principe de Nassé Venishma. Je peux pas, à 3 ans, dire à un gosse, regarde, je t'explique. Tu dois faire Netilat Yadayim le matin, parce que tu comprends, il y a un 60 trucs de mort, et que ça vient à la Touma sur tes mains, et que si tu comprends, que Touma, même nous, on comprend pas ce que c'est Toumata. Il y a aussi un sujet que l'enfant, il doit faire. Je sais pas comment ça lui comprend. Tu comprends, une bracha, c'est ça, c'est ça. Non. Regarde. Nous, chez les juifs, on fait une bracha avant de manger. Quand c'est du pain, on fait un motzi lechem minaret. Avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim. Pourquoi, comment? Bezrat Hashem, on verra. Faut pas nier l'explication, mais il est pas obligé de venir tout de suite. L'enfant, il comprend pas. Il n'y a pas de problème. Je le jette pas en disant c'est comme ça. Tais-toi. Ça marche pas. Par contre, je peux lui dire regarde, fais. Dès que j'ai l'occasion, je t'explique. Mais attention, faut pas être des menteurs. Dès que j'ai l'occasion, ma mâche, je t'explique. Nous, dans les écoles, on est harcelés par ça. Vous dites un mot, il vous harcèle. Vous dites un mot le matin, l'après-midi, vous dites un mot qui est différent. Le gosse, il vient, vous êtes contredit, là. Ce matin, aujourd'hui, ça m'est arrivé. Le même gosse qui prie pas, m'a dit, vous avez dit une chose et son contraire. Ce matin, vous nous avez dit ça, cet après-midi, vous avez dit ça. J'étais en train de un petit peu de les serrer. Et bon, après, ça s'est bien terminé, bon, prochain. Mais attention. Pas, je vais t'expliquer que je t'explique pas. Je vais t'expliquer, je t'expliquerai, mais c'est pas maintenant. Quand? Ça peut être Shabbat. Ça peut être pendant les vacances. Tu sais, je me suis souvenu que tu comprenais pas tel et tel sujet. Viens, on va voir. Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple, facile. L'enfant, il veut pas se brosser les dents. J'ai beau lui dire, non, et bah, tu te brosses les dents. Je lui ai acheté le timer, là, le truc qui fait vert, rouge, là. Il veut pas, il truc. Encore, on a tous été des enfants, on sait ce que c'est. Peut-être qu'un jour, mais pas maintenant. J'ai pas le temps maintenant et j'ai pas obligatoirement l'obligation maintenant. Je vais le prendre, je vais l'amener dans un musée où je vais lui faire voir un truc qui va lui expliquer c'est quoi l'hygiène bucco-dentaire. J'ai un grand-oncle qui est dentiste, je vais l'amener au cabinet, il va jouer avec un truc électrique là. Mais pas tout de suite. Non, regarde. Ne fais pas, je vais t'expliquer après tu feras, ça marche pas.
L'enfant, il doit savoir qu'il y a des règles. Alors attention, ça dépend combien vous en mettez aussi. Si vous en mettez 14 millions par jour, ça ne marchera pas. Il faut en mettre. Et quand l'enfant dit, et pourquoi? Pourquoi je peux pas me lever de table? C'est comme ça. Après, je t'expliquerai. Pas tout le temps, mais après, c'est sérieux. C'est très sérieux. Le Naasé, il est sérieux, mais le Nishma aussi, il est sérieux. Faut pas leur mentir. Si on n'est pas capable de leur expliquer, on peut leur dire, écoute, je sais pas, c'est comme ça qu'on fait. Je vais me renseigner, je reviens vers toi. Pourquoi dans l'étude, quand on ne sait pas, on n'a pas honte de dire à un enfant, écoute, t'as posé une super bonne question, je vais regarder les commentateurs de la Gemara et je vais revenir vers toi. Mais il faut revenir. Même si j'ai pas de réponse. Je reviens, je lui dis, écoute, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je vais rechercher encore. Ou la réponse, ça peut être, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'on fera tout le temps. Il peut y avoir 1000 réponses. Mais sur le moment, je suis pas obligé de tout. Alors, il y a des gens, ils sont malades de ça. Tu comprends, c'est bon pour ta santé, ou c'est bon pour ta neshama. Non, faut faire. Je t'expliquerai, mon fils. Je t'expliquerai, ma fille. T'as posé une bonne question. Je sais pas si parmi vous, il y a des profs. Des fois, on est harcelé par les questions. On peut pas répondre à toutes les questions tout de suite. 2 minutes, je te répondrai. Mais par contre, faut répondre. Faut pas faire à l'ancienne. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Il y a sûrement comment dire, une raison. Je te la donnerai plus tard. Et ça, à mon avis, c'est le point qui va faire la différence entre l'empathie pour l'enfant et lui mettre des limites. À travers ça, il comprend que c'est pour son bien, parce que je vais lui expliquer, mais d'un autre côté, je lui mets des limites. Quatrièmement, lorsque ça s'explique, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On ne gagne pas sur nos enfants. Quand il y a un différent, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. Ah bah finalement, il m'a obéi. D'accord, il t'a obéi, t'as gagné une bataille, mais t'as pas gagné sur le fond. On n'est pas face à des gens qui sont contre nous, c'est nous. Il n'a pas fini son assiette, tu vas voir. Il va la finir jusqu'à la fin. Très bien. Il l'a fini jusqu'à la fin. Et je suis gagnant une fois, 2 fois, mais pas tout le temps. Et deuxièmement, quand je me mets à ce niveau-là, c'est que je me mets au même niveau que l'enfant. On est d'égal à égal, on se dispute comme dans une cour de récréation. Tu vas non, je ferai pas. Tu vas y aller. Non. Faut savoir que là, on est déjà perdant. Il doit comprendre qu'il y a une autorité. Cette autorité, elle lui demande de manger. On a expliqué, ou on n'a pas expliqué, ou on va expliquer. Mais il y a personne qui gagne et personne qui perd. Lui, en tant qu'enfant, il n'a pas envie de faire ça. C'est dans son droit. Moi, en tant qu'adulte, parent ou éducateur, je suis obligé de lui faire ça. Pour l'instant, il comprend pas, il va le faire. Mais quand il l'a fait, je peux pas rentrer dans la salle à manger et dire, je l'ai eu. Dans la salle des profs, je l'ai fait plier. Tu t'as fait plier personne. D'abord, toi, tu t'es plié parce que tu t'es au même niveau que lui. Et deuxièmement, t'as rien gagné parce que dès que tu auras le dos tourné, il va pas faire ce que tu as envie. Et ça, souvent, les parents, vous devez voir ça à la sortie des écoles. Des fois, ça fait trop de peine. Ils sont au même niveau que les enfants. Les gosses, ils font des caprices. Et les parents, ils ont honte. Ils se mettent à leur niveau. Ils essayent. Et au bout d'un moment, l'enfant, il comprend qu'en vérité, il a un enfant devant lui de 30 ans. Tout à l'heure, dans la récréation, il avait 5 ans, l'enfant avec qui il s'est disputé. Aujourd'hui, il a 30 ans. Et des fois, on a envie de dire, bon, madame, monsieur, ça y est, prenez-le par la main, ou stop. Même la position, on se met. C'est pas un enfant qui est tombé par terre et mal. L'enfant, il fait un caprice parce qu'il veut tel gâteau, et les parents, ils ont pas le temps, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. L'enfant, il entre, et les parents, ils ont peur. Et ils descendent au niveau. Ok, ça y est, t'es une autorité. Ne fais pas ça pour gagner, pour dire, je t'ai fait obéir. Mais il faut qu'il obéisse. Si c'est pour son bien, je parle pas de gens qui font n'importe quoi. Je parle de gens qui font des choses bien. Et ils descendent, et des fois, on a envie de dire, il est où l'enfant ou il est où le parent? Et nous, on a quelqu'un qui travaille chez nous qui dit qu'aujourd'hui, les réunions de parents d'élèves, c'est des parents, enfants, élèves. Vraiment, c'est comme ça. Ils arrivent pas. Ils ont super peur. Ils me disent, Rav, comment on va faire? Et ils prient pas le Shabbat. Je vous ai dit en introduction, le public avec lequel je travaille. J'ai des enfants qui vont pas à la choule. Leur père, il est Rav de la choule. Des fois, c'est des gens, vraiment des gens, des Talmidei Chachamim. Non, j'arrive pas. Comment ça? Il va pas à la choule le Shabbat. Pourquoi? Non, je veux pas. Je veux qu'il ait l'envie. Et toi, à quel âge t'as été à la choule? Ah non, moi, mon père, à 6 ans, j'étais assis à côté de mon père. Et lui, non, il va, des grands, hein. Je veux pas le forcer.
Donc on descend, et on descend, et on se retrouve, et l'enfant, il le sait, ça. C'est marqué nulle part, mais il le sait. Alors, il faut être très, très empathique. J'ai l'impression d'être très dur, mais je suis pas très dur. Je veux qu'il prie. On descend pas. Mais, quand on éduque, on n'a pas gagné. On n'est pas, il m'a obéi. Il m'a pas obéi. Il a fait pour son bien, et son bien, c'est mon bien. C'est un petit peu tard, donc je vais essayer de faire le 5e point, et ça, c'est une sikha du Rabbi. En vérité, c'est qu'il faut s'éduquer soi-même déjà. Ça commence par nous. Hein. C'est à ce qui paraît que c'est la meilleure partie de nous-mêmes, les enfants. Après, on regarde la meilleure partie de nous-mêmes, on dit quoi? C'est ça la meilleure partie de moi-même? Tellement, on va pas se mentir. Si on n'est pas éduqué, on n'est pas éduqué. On peut pas éduquer sans être éduqué. Si on veut éduquer à des choses qui sont que des choses matérielles, il n'y a pas de problème. J'espère que ça réussira et qu'ils seront une grande réussite. Dans le Hayom Yom là-bas, le Rabbi dit, il doit penser et tout faire, mashebe kocho lif'ol, tout ce mashebe kocho lasot, tout ce qu'il peut faire lui-même, veyoter mikefi kocho, et plus que ce qui est dans sa possibilité. Alors quoi, il faut faire combien je peux ou plus que je peux? On veut expliquer en disant, faites le maximum que vous pouvez par rapport à vos possibilités. Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Ça s'appelle Siyata Dishmaya. Ça s'appelle l'aide de Dieu. On pourra pas tout faire. Mais au moins, faut faire le maximum. On peut pas se dire, ouais, mais de toute façon, dans la génération dans laquelle on est. Là, je venais, j'écoutais une émission Chol. De plus en plus d'enfants, ils sont dépressifs. Alors, ils disent que c'est à cause du Covid. On commence à voir les premiers effets du Covid. Les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a quand même un tiers des enfants, adolescents français, qui se disent addicts aux réseaux sociaux, mais qui ressentent une très, 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 très grande solitude. T'as 150 000 abonnés, ou 150 000, mais personne. Il y a le même phénomène dans la Torah. Hein. Il y a des gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire, mais vous les connaîtrez jamais. Vous savez même pas qu'ils existent, Bichlal. Pourtant, c'est des gens extraordinaires. Il y a à la fois ce côté où on a l'impression que tout le monde est avec tout le monde est devenu un petit monde. D'un côté, c'est tellement seul. Regardez, faites venir un chatran ou une chatranie qui va vous dire comment c'est difficile aujourd'hui de marier. Il y a une tonne de filles, une tonne de garçons, et chacun il regarde l'autre en disant et ça ça avance dans l'âge. Et les chatranim, moi il y a plus de chatranites, mais ils font des réunions comme si c'était dossier numéro 14. Ah non, lui ça y est, il est déjà sorti avec. Et les garçons entre les filles entre elles, ah non, je suis sorti avec l'un, non aucun rapport. Je suis sorti avec l'autre, aucun rapport. Un truc. Mais il y a du monde, c'est pas qu'il y a pas. Il y a du monde. Il y a des garçons, il y a des filles. Chacun, il a un réseau extraordinaire. Tout le monde aujourd'hui a des copains. C'est très rare. La personne, oui, elle est ça y est, tout le monde est ouvert aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde est seul. Faut investir dans les choses qui sont les choses profondes. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Baruch Hashem, j'espère en tout cas que c'est votre cas. On a compris que les réseaux sociaux sont difficiles, que les smartphones, c'est des choses qui, avec 3 clics, vous emmènent, vous adultes, et alors à plus forte raison les enfants, au fond de pire, pour vous dire, à l'école, je suis le seul à avoir un smartphone avec un filtre. Je suis le seul. Tout le monde a des petits téléphones. Et les parents, un tiers pour le business. Les enfants, ils vivent sans réseaux sociaux, je vous assure, on voit la différence. On voit la différence. C'est pas des tzadikim tous, mais on voit tout de suite la différence. Il faut comprendre que ça, c'est la demi-heure qui peut tout gâcher. C'est le clic qui peut tout gâcher. Il y a aujourd'hui des solutions. Celui qui a besoin d'un smartphone aujourd'hui, il peut mettre un filtre. Et ça encore, c'est un exemple. Je peux pas avoir un portable qui est ouvert à n'importe quoi et un jour attraper mon fils ou ma fille devant un écran en dire mais comment on en est arrivé là? T'es marrant toi. Non mais moi j'ai jamais regardé, d'accord, mais c'était là. En potentiel c'était là. Faut faire très attention à ça. Ne croyez pas qu'ils voient pas, ne croyez pas qu'ils sentent pas, ils sentent tout, ils voient tout. Faites ce que vous pouvez et Akadosh Baruch Hu il fera le reste. Je finis juste avec j'ai été très très long. Est-ce que vraiment on est capable de tout ça?
on a donné quelques idées. Je vais vous dire, il y a une lettre du Rabbi très intéressante. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Moshe Yitzhak Hert. Il était le chaliard du Rabbi je sais pas marqué. Il était le chaliard du Rabbi, j'ai oublié, j'ai pas marqué. Je crois que c'était à Chicago, je suis pas sûr. Oui, Chicago. La lettre, elle date de 1955, je crois, 1955-56. Bon, vous savez que dans les lettres du Rabbi, on n'a pas les lettres que les gens ils ont envoyées, mais on comprend le contexte. Là-bas, le contexte est le suivant. Ce Rav Moshe Yitzhak Hert, il était un chassid très important. Quand il a quitté son le Rabbi, il a fait une sikha pour lui. Il niftar un Erev Shabbat, niftar un vendredi. Il y a une sikha dans Sefer HaSichot que le Rabbi, il explique son nom et tout. C'était un monsieur. Ce Rav Moshe Yitzhak Hert, le Rabbi l'envoie à Chicago, il n'y arrive pas. Shlichut, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc, il écrit au Rabbi qu'il lui faut de l'aide. Il n'y arrive pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est normal que chez les shluchim, il y ait de l'aide. Mais à l'époque, il était seul à Chicago. Quelle aide? Genre, qui voulait aller en shlichut à l'époque? Le Rabbi était obligé d'amener les familles, leur dire, voilà, je vais l'envoyer en shlichut. Il y a des gens qui pleuraient, qui disent au Rabbi, non, mais non, vous n'allez pas nous faire ça. C'est pas l'envoyer en Australie. Aujourd'hui, c'est une fierté, mais c'était pas évident. Il part à Chicago, il n'y arrive pas, il demande au Rabbi de l'aide. Le Rabbi, il écrit, j'ai pas pris avec moi le Krar de Grotte Kodesh, le volume de Grec, mais comme ça, le Rabbi dit. Le Rabbi lui dit, j'ai déjà pensé à ce qu'il a dit. Je connais une personne qui correspond à ce qu'il a dit. Il s'appelle Moshe Yitzhak Hert. Maintenant, le Rabbi, il écrit à Moshe Yitzhak Hert. Il est temps qu'il fasse connaissance avec lui et les problèmes vont s'arranger. Et le Rabbi, il dit toute la liste des problèmes qui vont s'arranger. Ça veut dire, ça commence par toi-même. Mais si tu crois pas que tu es capable, parce que ça t'est tombé un beau matin, il y a un enfant qui est venu, et tu te dis, non, mais moi, j'étais pas prêt, moi. Eh ben, sache que tu as toutes les corottes, tu as toutes les forces pour ça. Et pour juste finir avec une touche un petit peu, on raconte, et c'est une histoire vraie, hein, que la reine Elisabeth II d'Angleterre, elle est partie une fois en Écosse, dans une de ses maisons de vacances, et elle était habillée comme une personne simple. Et elle était avec son aide de camp, j'ai tout vérifié les détails un aide de camp qui s'appelle Richard Greenfield, parce que comme je l'ai lu dans un livre de Torah, hein, je me suis dit, il faut quand même vérifier, et j'ai retrouvé vraiment. Et donc, il se promène dans la campagne, et il y a un Américain qui arrive, un touriste américain, qui connaît pas la reine Elisabeth, en tout cas, il la reconnaît pas, et il demande à la vieille dame, Madame, vous habitez où? Conversation comme ça de touriste. Alors, elle dit, moi, j'habite à Londres. Ah ouais, à Londres. Vous avez déjà vu la reine? Alors, non, vous connaissez la reine? Elle répond pas, elle dit, par contre, lui, il la connaît bien, en désignant son aide de camp. Vous connaissez la reine, et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Et là, il lui dit, elle est un petit peu dure, mais elle a beaucoup d'humour. Il prend son appareil photo, et il demande à la reine Elisabeth, est-ce que vous pouvez me prendre, s'il vous plaît, une photo? C'était à l'époque, il n'y avait pas de selfie. Est-ce que vous pouvez me prendre une photo? Parce que j'ai quand même rencontré des personnes qui travaillent, qui est avec elle prend la photo. Après, lui, c'était un gars bien éduqué, il dit, vous savez quoi, on va prendre une photo ensemble. Parce que bon, c'est pas beau, demander à quelqu'un. Alors, la reine Elisabeth se met à côté de lui, ils prennent une photo. Et la reine Elisabeth, elle dit à Richard Greenfield, après, elle lui a dit, j'aurais aimé être là le jour où il va découvrir que c'était moi la reine Elisabeth. Il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, on a un potentiel extraordinaire d'éduquer. Il faut juste y croire. Le Rabbi Antav Shin Bet, juste avant la cafote, j'ai pas entendu parce que j'étais trop loin, mais j'ai vu cette scène-là. Le Rabbi, il a parlé de l'importance des enfants, que les enfants, dans notre génération, c'est les enfants où on peut voir Mashiach. Il y a un passou qui dit, Al tigou bimshechai, ne touchez pas mes meshichai. Mes meshichai, c'est Mashiach au pluriel. Il y a un Mashiach. Il n'y en a pas 10. Si. C'est qu'il est meshichai et l'outinokot shel bet rabban. C'est les enfants qui étudient la Torah. Dans notre génération, on a des enfants qui sont extraordinaires. Ils ont un potentiel extraordinaire. Ils peuvent aller très loin. Il faut juste croire en eux et croire que nous, on peut les amener où on a envie. Donc, pour résumer, les bases, c'est nous qui les donnons. Les Choubanim Shimouli, ils vont partir avec ces bases-là. Et ça, ce sera le Mifran. Ce sera la vraie solution. En attendant, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur.
Si un enfant, il doit se brosser les dents, il doit se brosser les dents. Après, il faut le faire gentiment, il faut le faire avec douceur. Un enfant, il doit prier, il doit prier. Combien il doit prier? Est-ce qu'il doit faire toute la tfila? Est-ce qu'il doit aller tous les Shabbats à la choule? Ça, c'est des questions techniques. C'est pas des questions de fond. Mais un enfant, il doit prier. Un enfant, il doit faire Birkat Amazon. Est-ce qu'il doit faire tout Birkat Amazon? Combien il doit faire Birkat Amazon? C'est une autre histoire, ça. Mais il doit faire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des bases qu'on a mis de côté parce qu'on a dit, non, il faut pas les frustrer, il faut pas les forcer. C'est faux. Tout est vrai. Les gens dans ma choule, ils respectent pas tout le Shulchan Aruch. Il y a des gens qui étaient intéressés à une époque que, avant que moi j'arrive, il y a eu, je sais pas combien de rabbins là-bas qui n'ont pas tenu, et avant que moi j'arrive, ils voulaient prendre un rabbin réformé. Et une fois, hein, on m'a demandé c'est quoi la différence entre toi qui nous regarde prendre la voiture et partir, et un rabbin réformé. Je dis, je vais t'expliquer la différence. Le rabbin réformé, il prend le Shulchan Aruch, et il dit ça on peut plus faire, ça on peut plus faire, ça on peut plus faire, et ça sort un truc comme ça. Moi, je vous dis les amis, je parle des gens de la choule, tout ça il faut faire, tout le Shulchan Aruch il faut faire. Tout est vrai. On n'arrive pas à tout faire. Mais ça reste vrai. Moi aussi, il y a des choses de Shulchan Aruch que sûrement on va me reprocher, à coup sûr. Si l'Admour Azaken dit qu'il faut réviser le Chod Shabbat tout le temps, parce que chaque Shabbat, on transgresse Shabbat sans s'en rendre compte même. Mais moi, c'est pas que je prends, non, ça on peut plus, ça on peut plus, ça on peut plus, ça t'arrache, qu'est-ce qui reste? Rien. Tout est vrai dans le Chinour. Le même Chinour de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Chinour. Juste si ça s'adapte à une situation. Pas encore, non, ça on peut plus. Non, non, c'est plus d'actualité. Non, c'est d'actualité. Juste faut comprendre comment le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut absolument alléger les trucs en disant non, ça c'était avant. Ça avant on pouvait. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des enfants de 8, 9 ans, 10 ans qui connaissent plus de Torah que nos arrière-grands-parents. À leur âge. Ils ont des capacités énormes. Ils ont des capacités énormes. Alors, la différence entre le père qui va dire apprends, et le père qui va dire viens, on apprend. Et le père qui va dire je t'encourage à apprendre, ça va faire est-ce que l'enfant il va vouloir apprendre ou pas. Mais ils ont des capacités de malade, de fou. Mamache, on peut même pas s'imaginer. Ils ont des cerveaux qui vont à 1000 à l'heure. Et on les laisse parce que nous on a peur. On doit pas leur faire du mal. Faut pas les toucher alti geoubim shechai, mais faut croire qu'ils sont capables. Faut pas voir le chinuch à la baisse. Faut voir le chinuch à la hausse. Plus on augmente le niveau, plus on fait avec intelligence, et plus on cherche à aller vers le haut, plus les enfants ils vont monter. Si on veut brader, on se met à leur niveau, on va sortir des enfants gâtés pourris. Merci pour votre attention, j'étais très long.